Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du colonel Jacques Beau, colonel d'état-major à la retraite des services de renseignement stratégique suisses et également un auteur très prolifique dont beaucoup d'entre vous ont probablement lu au moins quelques ouvrages. Donc oui, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci de m'avoir à votre émission. Merci. Donc, Trump a tendance à osciller un peu. Il semble vraiment vouloir mettre fin à cette guerre par procuration, mais il ne semble pas faire de progrès. Il parle de cette guerre comme étant celle de Biden, mais il continue de plus en plus sur la même voie. Maintenant, je comprends parfaitement le dilemme. Il doit maintenir la pression militaire sur la Russie pour que celle-ci accepte aussi un compromis et fasse des concessions. Mais tant qu'il y a des exigences de concession que la Russie ne peut pas accepter, et que Trump continue d'alimenter la guerre en fournissant des armes, des renseignements et de la logistique, cela semble devenir de plus en plus la guerre de Trump aussi. Et il me semble, du moins, que c'est ce que les Européens et les Ukrainiens espèrent, entraîner pleinement l'Amérique dans la guerre sous Trump. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce désormais la guerre de Trump? How do you see this? Is this now Trump's war? Eh bien oui, cela devient aussi progressivement la guerre de Trump. Et je pense que le problème, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Ce que j'ajouterais, c'est qu'en fait, comme dans toute crise, qu'elle soit personnelle ou stratégique, la première chose à faire est de comprendre ses adversaires. Et c'est précisément là que Trump a échoué. Il est arrivé en se basant sur l'analyse, je pourrais dire, de Keith Kellogg, et c'est pour cela qu'il l'a nommé envoyé spécial pour l'Ukraine. Le problème, c'est que Keith Kellogg n'a pas compris la nature du conflit. Je pense qu'il est très important de comprendre que contrairement à ce que l'Occident affirme depuis des mois et des années, à savoir que la Russie cherche à étendre son territoire ou à recréer l'Union soviétique et l'Empire tsariste et d'autres choses de ce genre, la raison pour laquelle les Russes sont entrés en Ukraine en février 2022 était de protéger les civils. C'est l'aspect clé. Et en toile de fond, il y a la question de l'OTAN. Car, comme l'a dit Alexei Arestovitch en 2019, il existait cette idée en Ukraine. Et cette idée a probablement été utilisée par les États-Unis, voire même soutenue d'une certaine manière par eux, que vaincre la Russie aiderait l'Ukraine à obtenir l'adhésion à l'OTAN. Ainsi, comme l'a dit Arestovitch en 2019, nous devons avoir une guerre avec la Russie en 2021-2022. Voilà ce qu'il a dit. Donc, si l'Ukraine rejoint l'OTAN, dans ce cas, peut-on évoquer des dates possibles pour la fin de la guerre à l'Est? Non, nous ne parlerons d'aucune date pour la fin de la guerre. Bien au contraire, cela inciterait très probablement la Russie à lancer une opération militaire de grande envergure contre l'Ukraine, car il devrait nous affaiblir sur le plan des infrastructures et transformer tout ici en un territoire dévasté afin que l'OTAN hésite à nous accepter. Vous voulez dire que la Russie oserait affronter directement l'OTAN? Non, ils doivent faire cela avant que nous rejoignions l'OTAN, afin de nous rendre inintéressants pour l'OTAN, pour que nous devenions peu attrayants en tant que territoire dévasté. Avec une probabilité de 99,9%, le prix de l'adhésion à l'OTAN est une grande guerre avec la Russie. Et si nous ne rejoignons pas l'OTAN, cela signifie l'absorption par la Russie dans les 10 à 12 ans. Voilà tout l'enjeu de notre situation. Et maintenant, choisissons Zelensky. Et maintenant, si vous mettez les cartes sur table, qu'est-ce qui est mieux dans ce cas? Bien sûr, une grande guerre avec la Russie et une transition vers l'OTAN à la suite d'une victoire sur la Russie, c'est le scénario idéal. À quoi une grande guerre avec la Russie?
Cela pourrait être une opération aérienne, l'invasion des armées russes, le siège de Kiev, la tentative d'encercler les troupes dans la zone de l'ATO, la percée de la RPD à travers le Pérékop de Crimée et l'avancée vers le réservoir de Kakhovka pour entrer en Crimée, l'offensive depuis la Biélorussie, la création de nouvelles républiques populaires, des frappes contre des infrastructures critiques, et ainsi de suite. Voilà à quoi ressemblerait une guerre à grande échelle, et sa probabilité est de 99%. Quant, 2020 ten 2022 est un premier crucial. Et souvenez-vous qu'Arestovich est aujourd'hui devenu un opposant à Zelensky, mais qu'à l'époque, il était le conseiller personnel de Zelensky. Et c'est probablement là tout le problème. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme je l'ai expliqué à de nombreuses reprises, la Russie a tenté d'empêcher cette adhésion en décembre 2021, pas en 2008 ou 2009, etc. Même pas en 2014. C'était en décembre, à la mi-décembre 2021, parce qu'ils ont compris que s'ils pouvaient court-circuiter l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cela rendrait en fait l'Ukraine plus réticente à déclencher une guerre dans le Donbass. Parce qu'ils savaient qu'attaquer le Donbass, comme cela avait été indiqué dans le décret adopté le 24 mars 2021, entraînerait une réaction russe qui serait une réponse militaire, et ainsi de suite. Voilà donc tout le problème. C'est la raison pour laquelle nous voyons Sergei Lavrov revenir sans cesse sur cette question des causes profondes. C'est précisément ce que Keith Kellogg et Donald Trump n'ont pas compris. C'est la raison pour laquelle l'objectif qu'ils poursuivent, mettre fin au conflit en Ukraine, un objectif très noble que nous pouvons soutenir, pose problème. Le problème, c'est qu'une fois l'objectif défini, il faut élaborer une stratégie qui corresponde aux moyens, aux méthodes et à l'objectif choisi. Il n'existe pas de véritable stratégie pour y parvenir. Les Américains ont un objectif, mais pas de stratégie. Contrairement aux Européens, qui eux n'ont même pas l'objectif de mettre fin à la guerre et n'ont aucune stratégie pour continuer. C'est pourquoi ils estiment que maintenir les États-Unis dans le conflit est une solution pour affaiblir la Russie, ce qui est, en fin de compte, l'objectif des Européens. Or, le problème est que cet objectif n'a manifestement pas été atteint jusqu'à présent, et il y a peu de chances que les Européens parviennent à affaiblir la Russie, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique et politique. En réalité, sur le plan économique, on constate que l'économie russe fonctionne bien. Il rencontre probablement certaines difficultés à cause des sanctions qui sont toujours en place, mais ils ont une stratégie économique qui, en fait, contourne ces sanctions et leur a permis d'y survivre plutôt efficacement. Cela va de pair avec le développement des BRICS et bien sûr l'alliance avec la Chine. Sur le plan politique, on a vu, contrairement à l'Europe d'ailleurs, il est très intéressant de constater que ces 3 dernières années, la diplomatie russe a été extrêmement active pour développer et renforcer ses liens avec le reste du monde. Et cela inclut, bien sûr, l'Afrique, l'Asie et bien entendu la Chine et l'Inde. Ce qui signifie que les Russes ne sont pas restés concentrés uniquement sur le conflit ukrainien, contrairement aux Européens, qui restent focalisés politiquement, diplomatiquement et je dirais même économiquement, même si c'est un autre sujet. Probablement qu'ils n'ont pas vraiment de véritable focus à ce niveau-là. Mais politiquement et diplomatiquement, ils sont totalement concentrés sur le conflit ukrainien. En conséquence, ils se retrouvent assez orphelins de stratégie, orphelins d'objectifs. Et c'est la raison pour laquelle voir les États-Unis tenter de quitter l'Ukraine est quelque chose de totalement insupportable pour la politique européenne. Et c'est bien là le problème. You said
Vous avez dit que les Kellogg's, en quelque sorte, de l'Occident ne comprennent pas la Russie. Mais est-ce par malhonnêteté ou faute d'un meilleur mot, par stupidité? Encore une fois, je ne veux pas employer de termes trop forts. Mais par exemple, en mars 2022, Newsweek a rapporté un sondage YouGov selon lequel une majorité de républicains, c'est-à-dire 52% des républicains, pensaient que la Russie était un pays communiste. Je veux dire, plus de 30 ans après l'effondrement de l'Union soviétique, ils pensaient que la Russie était encore communiste. Une majorité d'entre eux. Je veux dire cela encore une fois, je déteste employer des mots trop forts. Mais c'était un thème similaire au début de la guerre en Irak, où il y avait des sondages à la veille de l'invasion américaine de l'Irak. Je crois qu'à ce moment-là aussi, une majorité d'Américains pensaient que Saddam Hussein avait été impliqué dans les attentats du 11 septembre. Y croient-ils vraiment? Quand j'observe les Européens, j'entends aussi Macron. Il avance l'argument que les Russes cherchent à conquérir des territoires, que c'est non provoqué, cet empire. Mais par le passé, il a aussi reconnu que l'échec à établir une architecture de sécurité européenne mutuellement acceptable, qui ne soit pas fondée sur une politique de bloc à somme nulle, est un problème qu'il faut absolument traiter. Je crois que l'on a déjà dit, si nous créons une Europe sans la Russie, elle deviendra inévitablement une Europe contre la Russie. Alors comment peut-on passer de ce constat à l'affirmation que tout cela sort de nulle part, que ce sont simplement des Russes impérialistes avides de territoire? Encore une fois, j'ai parfois du mal à savoir s'il s'agit de malhonnêteté ou, disons, d'ignorance, pour rester poli. C'est en fait les deux. Il y a une part de malhonnêteté et une part d'ignorance. Et il ne faut pas sous-estimer l'ignorance, car je ne suis pas certain que nos responsables politiques soient réellement instruits. Ils ont peut-être des diplômes universitaires, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient éduqués, au sens où, lorsqu'on est dans un conflit, l'une des règles d'or est d'écouter ce que dit l'ennemi. Quelle que soit votre position, que vous soyez partie prenante au conflit ou extérieure à celui-ci, comme un médiateur. Et j'ai moi-même joué ce rôle dans plusieurs petits conflits en Afrique, en servant de médiateur. C'est toujours la même chose. On ne peut pas aborder un conflit uniquement avec des idées préconçues, ou seulement avec ses propres idées, ou simplement avec celles d'une des parties. Il faut aborder un conflit avec, disons, une vision d'ensemble, et non seulement une partie de la situation. Et c'est tout à fait vrai, les militaires le savent bien. Car lorsque vous commencez à combattre, lorsque vous engagez une bataille, il faut, comme Winston Churchill le disait, prendre l'ennemi en considération. Et c'est précisément le problème auquel vous êtes confrontés. Je veux dire, dans l'armée, nous le savons, car on ne peut pas se battre sans ennemi. Et on ne peut pas se battre si l'on ne comprend pas ce que fait l'ennemi. Par conséquent, il faut comprendre exactement quelles sont ses intentions et ce genre de choses. Au niveau tactique, c'est plutôt difficile, avec quelques réserves ici, mais c'est relativement facile à faire. Au niveau stratégique, c'est autre chose. Il faut avoir une connaissance approfondie des mentalités, de la politique, de la culture, différents aspects qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de conflits. Mais malgré tout, ce qu'il faut absolument avoir, et pour cela, il n'existe absolument aucun substitut, c'est une compréhension de ce que veut votre adversaire, exactement ce qu'il vise. Et cela n'a pas été fait en Europe. Il est satisfaisant d'étiqueter les Russes comme des communistes. Si vous lisez des articles, je pense que ce n'est pas un cas isolé lorsque les gens parlent de cocos en parlant des Russes, car ils les considèrent encore comme des communistes. Je pense que cela fait aussi partie de cette compréhension imaginaire des Russes et des Soviétiques. Et quand vous écoutez les commentateurs, surtout en France, ils confondent soviétiques et russes.
Ils pensent que la pensée est exactement la même, que la doctrine est exactement la même. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il peut y avoir certaines constantes, et j'ai écrit ce livre sur l'art de la guerre russe, et on peut retrouver certains aspects constants qui ont traversé l'histoire, malgré les différents régimes. Ce qui a été développé au début des années 1920 en Union soviétique se retrouve aujourd'hui dans certains aspects de l'art opératif militaire, par exemple. Mais les Russes font une distinction très claire entre ce qui est soviétique et ce qui est russe. Or, nous jouons avec cela, et nous le voyons en Ukraine d'ailleurs, car il existe une confusion persistante entre l'époque soviétique et l'époque russe. Et les nationalistes, ou ultranationalistes, qui sont en fait l'épine dorsale des sentiments anti-russes en Ukraine, sont en réalité plus anti-soviétiques qu'anti-russes. Mais la dimension anti-soviétique a pris le dessus, et aujourd'hui, on parle d'anti-russe. Si vous regardez les pays baltes, c'est exactement la même chose. Ils ont remplacé le mot anti-soviétique par anti-russe. Point final. Et ils ne se rendent même pas compte que ceux qui exerçaient la tyrannie dans leur pays étaient en réalité des Lituaniens, des Lettons et des Estoniens. Parce que si vous prenez le KGB par exemple, il y avait un KGB estonien, un KGB letton et un KGB lituanien. Et ces KGB-là, en fait, géraient la politique dans le pays. Et aujourd'hui, ils ont tendance à occulter cela et à remplacer le mot soviétique par russe. Nous avons donc cela, mais c'est de la malhonnêteté intellectuelle, car aujourd'hui, il est plus commode d'avoir un ennemi qui ressemble aux soviétiques, ce qui exige le même niveau de préparation en Occident que celui que nous avions pendant la guerre froide. Rappelez-vous que la majeure partie du complexe militaro-industriel que nous avions durant la guerre froide a été démantelée après celle-ci. Et maintenant, nous sommes en train de le reconstruire. Mais nous ne pouvons le reconstruire que si nous faisons face à une menace similaire à celle que nous attendions pendant la guerre froide. Nous essayons de répéter l'histoire, et je pense que c'est une erreur. Les Russes, de leur côté, sont bien plus analytiques que l'Occident. Tout d'abord, les Russes ont compris très rapidement, et je dirais même bien avant la fin de la guerre froide, que les relations sur le continent européen et même dans l'espace euro-atlantique allaient évoluer vers quelque chose de différent. Rappelez-vous que tout le processus d'Helsinki, qui a finalement conduit à la création de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a été initialement lancé par les Soviétiques. Dans l'esprit des Russes aujourd'hui, l'OSCE reste le modèle d'une future architecture de sécurité, non pas fondée sur la confrontation, mais sur la coopération. Et c'est exactement cela, l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et c'est ce que les Soviétiques ont d'abord imaginé et ont affirmé à de nombreuses reprises, et que les Russes ont ensuite repris afin de remodeler toute l'architecture européenne. C'est quelque chose que l'Occident n'a jamais voulu comprendre. Nous sommes dans un monde occidental où, bien sûr, le complexe militaro-industriel constitue une part importante de l'économie. Je veux dire, si vous regardez les États-Unis aujourd'hui, vous verrez que c'est probablement le seul secteur de l'industrie américaine qui est resté essentiellement domestique. Et c'est sans doute la seule partie prospère de l'industrie américaine. Le reste a été externalisé et la production a été délocalisée ou dispersée à travers le monde. Et cela a conduit aux problèmes que nous avons aujourd'hui avec la Chine. Mais le complexe militaro-industriel est resté aux États-Unis. En Europe, nous avons adopté une approche différente. Nous avions cette idée que nous devrions profiter des dividendes de la paix et, par conséquent, démanteler le complexe militaro-industriel, ce qui a été en partie réalisé dans la plupart des pays,
et investir à la place dans d'autres types de technologies. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on constate soudainement que l'Occident se rend compte qu'il n'a plus de complexe militaro-industriel. Je veux dire l'Occident, les Européens. Et maintenant, ils essayent de le reconstruire avec beaucoup de financement et tout cela. Mais l'essentiel, c'est que la raison pour laquelle nous avons démantelé notre complexe militaro-industriel en Europe, c'est parce que nous ne pensions pas en avoir besoin. Les États-Unis, en revanche, ont maintenu une sorte d'état de guerre permanent avec le reste du monde. Ils ont réussi à mener des guerres partout dans le monde, maintenant ainsi leur complexe militaro-industriel. Alors qu'en Europe, nous ne voulions pas étendre cela. Ce n'était pas vraiment ce que nous souhaitions. Cela a changé aujourd'hui, avec Ursula von der Leyen, et ainsi de suite. Nous avions, disons, probablement sous l'influence de ce que Donald Rumsfeld appelait la Nouvelle Europe, qui est essentiellement l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, avec la Pologne, les États baltes, la Roumanie, la Slovaquie et la Tchéquie principalement. La Slovaquie un peu moins aujourd'hui, mais tout de même. Cette Nouvelle Europe était l'Europe qui avait besoin d'avoir un ennemi. En fait, j'ai passé 5 ans au sein de l'OTAN et j'ai pu constater l'influence de la Nouvelle Europe dans la réflexion là-bas. Lorsque je parlais à mes homologues, essentiellement d'autres colonels, ce qui est d'ailleurs un grade assez élevé à l'OTAN, on pouvait percevoir une différence entre les Français, les Italiens, même les Britanniques ou les Allemands en matière de relations internationales, alors que les pays d'Europe de l'Est adoptaient une position beaucoup plus agressive envers la Russie, et ainsi de suite. On voit donc que l'OTAN est très fortement influencée par ces pays, et ce n'est probablement pas un hasard si Kaja Kallas, une représentante de l'un des plus petits pays de l'Union européenne, dirige néanmoins la politique étrangère de l'Union européenne. Cela montre donc l'importance de la situation, et c'est un changement majeur dans les mentalités européennes et au sein de l'OTAN, ce qui a modifié notre perspective. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'avoir un ennemi, à savoir la Russie. Et soudainement, cette Russie, qui était auparavant faible, mal dirigée, sans armes, sans munitions, et ainsi de suite depuis 3 ans, est aujourd'hui devenue la principale menace militaire pour l'Europe. Par conséquent, il faudrait mobiliser 800 milliards d'euros pour reconstruire un complexe militaro-industriel. Il y a donc beaucoup de malhonnêteté intellectuelle dans tout cela. On constate que, comment dire, la politique prend le pas sur les faits, et la force des Russes jusqu'à présent a été de ne pas tomber dans ce piège et de rester dans une analyse de la situation fortement ancrée dans les faits. Et je peux voir, lorsque je regarde les rapports des services de renseignement russes et que je les compare avec ceux des services de renseignement occidentaux, qu'il y a une différence. Lentement, l'Occident est devenu, disons, plus politisé. Quand je parle des services de renseignement, ils sont devenus plus politisés qu'en Russie, bien que la Russie soit un pays en guerre. On peut donc comprendre qu'il puisse y avoir certains biais dans leur façon d'aborder les choses, ce qui pourrait être compréhensible. Mais néanmoins, on peut voir qu'ils ont une approche très, disons, candide envers l'Occident, alors qu'en Occident, nous avons tendance à avoir une approche très fortement biaisée envers la Russie. L'aspect intéressant de cela, qui est lié à la malhonnêteté ou à l'ignorance que vous avez mentionné auparavant, c'est que l'on observe un fossé grandissant entre le peuple européen, ou la population, si vous préférez, et les soi-disant élites qui dirigent à la fois au niveau de l'Union européenne et au niveau national. L'écart entre Macron et sa population, Keir Starmer et sa population, etc., ne cesse de croître. Cela signifie qu'aujourd'hui, cette petite élite utilise en réalité le récit
comme un moyen d'échapper ou d'essayer d'échapper à toutes les critiques et d'éviter tous les mouvements qui se produisent au sein de la population et qui pourraient affecter la stabilité du gouvernement, comme nous l'avons vu en Allemagne, par exemple, avec la montée de l'AfD, considérée en Allemagne comme une menace pour le gouvernement. Donc, il faudrait mentir davantage afin de créer une menace plus grande, pour que l'attention se porte sur la menace extérieure plutôt que sur la menace intérieure, et ainsi de suite. Nous sommes donc confrontés à cela, et aux États-Unis, il existe un problème similaire. L'antagonisme entre les démocrates et les républicains est devenu extrême ces dernières années. Rappelez-vous le 6 janvier 2021 et d'autres événements de ce genre qui montrent que la scène politique intérieure, a été polarisée entre les différents acteurs. Et c'est précisément cela qui menace nos démocraties aujourd'hui. Les politiques menées par nos responsables politiques radicalisent en réalité la population. Elles polarisent en fait les débats. Et nous constatons de plus en plus, dans la plupart des pays, que le centre disparaît. Il y a davantage d'extrême droite, d'extrême gauche, et il y a, je pourrais dire, dans certains pays comme la France, par exemple, un centre extrême, ce qui est assez étrange. Donc ces pôles se créent, et il devient très difficile d'obtenir un consensus national sur différentes questions qui pourraient être très importantes au niveau sociétal, par exemple. Mais cela n'existe plus, et tout devient une lutte. Tout devient, je ne dirais pas une opposition armée, mais nous n'en sommes probablement pas très loin dans de nombreux pays. Pas dans tous, mais dans beaucoup. Et c'est, je pense, une tendance très inquiétante. Mais nous assistons à une spirale à la fois d'ignorance et de malhonnêteté qui se développe en Occident. Et nous voyons aujourd'hui que tout le monde constate que la situation en Ukraine devient de plus en plus désespérée pour l'Ukraine. Ensuite, il y a cette sorte de spirale de malhonnêteté qui s'accentue, où l'on tend à accepter des activités terroristes menées par l'Ukraine dans différents pays. Par exemple, si l'on considère ce politicien ukrainien qui a été assassiné à Madrid, il n'y a eu pas le moindre commentaire à ce sujet en Occident, alors que tout indique une action des services secrets ukrainiens, qui d'ailleurs ont déjà reconnu avoir tué de nombreux politiciens ukrainiens à travers l'Europe. Donc, nous savons qu'ils font cela, mais personne n'ose rien dire, car cela ferait s'effondrer tout le récit. Et tout repose sur ce récit, pas sur la réalité des faits. Donc, quand on parle, même aujourd'hui, il y a des gens qui disent que l'Ukraine peut encore gagner. Mais qu'est-ce que la victoire? Comment définissez-vous la victoire? Comment définissez-vous la défaite de la Russie? Personne n'a défini cela. Donc encore une fois, nous avons des mots. Nous n'avons pas d'objectif réel et clairement défini. Et quand on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avoir de stratégie, car la nature même de la stratégie est de savoir comment atteindre un objectif. Donc nous n'avons que des mots. Nous n'avons que des récits, mais nous n'avons pas de stratégie pour résoudre les problèmes. Et cela ne concerne pas seulement l'Ukraine. Nous parlons d'énergie. Nous parlons par exemple de toute la question des sanctions. Nous parlons de sanctions, mais nous ne réalisons pas que les nouvelles sanctions envisagées aujourd'hui par des personnes comme Lindsey Graham et Richard Blumenthal aux États-Unis, ces personnes ont élaboré des plans qui en réalité pourraient être catastrophiques pour nous, pas pour les Russes. Mais personne ne s'en rend compte, parce que nous sommes au-delà des faits. Nous sommes au-delà de la réalité. Aujourd'hui, nous avons une classe politique en Occident, surtout en Europe, qui ne repose que sur un récit. Et c'est là la difficulté pour l'administration Trump, car l'administration Trump a un objectif clair. Mais encore une fois, elle n'a pas de véritable stratégie, parce qu'elle n'a pas compris exactement de quoi il s'agissait dans ce conflit.
et elle n'a aucun moyen d'intégrer les Européens dans cette stratégie parce qu'elle n'en a pas. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Désolé, je suis And that's exactly the situation we have. Sorry, I was long, but No, but it's interesting this thing with Non. because I noticed something. Mais c'est intéressant, cette histoire de récit, parce que j'ai remarqué quelque chose. Oui, il y avait tout le temps de petites choses étranges. Par exemple, si tu dis, eh bien, les Russes sont en train de gagner, alors c'est perçu comme, eh bien, c'est un argument pro-russe, donc ça soutient leur récit. Ce qui veut dire que tu ne soutiens pas l'Ukraine. Donc quand les gens parlent, ils ont l'impression qu'ils doivent dire que l'Ukraine est en train de gagner, parce que sinon tu n'es pas solidaire. Mais tout ce que tu fais en prétendant qu'ils gagnent, c'est retarder les négociations et ne pas prendre les mesures nécessaires pour vraiment arrêter cela. Parce que s'ils perdent du territoire et des hommes chaque jour, tu n'es pas pro-ukrainien en vivant dans un monde imaginaire et en faisant comme s'ils étaient en train de gagner. C'est très étrange. Mais il y a aussi cet aspect intéressant, comme vous l'avez mentionné à propos de l'OSCE, que nous ne pouvons pas non plus admettre que les Russes plaidaient pour une architecture de sécurité aussi inclusive, car cela serait alors perçu comme un soutien aux Russes. Pourtant, depuis 1975, avec les accords d'Helsinki, cela devait être le fondement de la coopération entre l'Est et l'Ouest. C'était le fondement de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe en 1990. Les mêmes principes. Une Europe sans ligne de division, fondée sur la sécurité indivisible. Et cela a également servi de base à l'OSCE. Or, comme vous l'avez aussi dit, lorsque les Américains se sont rendus compte que l'OSCE n'était pas idéal pour préserver l'hégémonie américaine, ils ont préféré opter pour l'élargissement de l'OTAN. Mais après que les Russes ont compris que l'OSCE ne poserait pas les bases d'une nouvelle Europe, Eltsine a demandé à rejoindre l'OTAN. Poutine a évoqué la possibilité d'adhérer à l'OTAN. Sous la présidence de Medvedev en 2008, ils ont appelé à une nouvelle architecture de sécurité pan-européenne. Poutine, en 2010, a proposé une union UE-Russie. Je veux dire, ils l'ont fait encore et encore. Et c'est notre camp qui a dit non, nous resterons fidèles à la politique des blocs. Nous allons étendre le bloc militaire toujours plus près de vos frontières, même si cela risque fort de déboucher sur un conflit. Et c'est ce qui me déconcerte, car il semble que les Européens poussaient pour une architecture de sécurité européenne qui, en toute logique, finirait par un conflit à un moment donné, comme l'avaient reconnu George Kennan et d'autres. Pourtant, nous ne nous sommes pas préparés à cette guerre. Nous nous sommes démilitarisés alors même que nous nous engagions sur une trajectoire de collision, ce qui est étrange. Et j'ai l'impression que nous faisons quelque chose de similaire en ce moment même. Il y a cette escalade du conflit entre l'OTAN et la Russie. Non seulement les menaces récentes, par exemple de la part de membres en Allemagne, qui parlent désormais de mener des attaques plus directes contre la Russie, en utilisant effectivement leurs missiles Taurus pour frapper en profondeur à l'intérieur du territoire russe, ce qui serait, je suppose, raisonnable pour les Russes d'argumenter que cela constituerait une attaque allemande contre la Russie. Mais on voit aussi la Finlande rejoindre l'OTAN, les États-Unis construire des bases militaires à travers la Scandinavie. Ils veulent disposer de la logistique nécessaire pour pouvoir amener rapidement des troupes américaines aux frontières russes. Et maintenant, bien sûr, comment l'adversaire réagirait-il? Eh bien, les Russes ont réactivé le district militaire de Leningrad. Et maintenant, on entend des gens dire que les Russes font preuve d'agressivité. Mais il y a aussi cette idée selon laquelle nous pourrions saisir ce que nous appelons la flotte fantôme russe. Désormais, la marine russe augmente sa présence en mer Baltique pour aider ou protéger ses navires commerciaux. Et encore une fois, cela est perçu comme un acte agressif. C'est tout à fait extraordinaire. Autrement dit,
Si l'on reconnaît la compétition sécuritaire et le dilemme de sécurité, alors rien de tout cela n'aurait dû surprendre. L'idée selon laquelle plus d'armes signifie plus de sécurité n'est pas toujours vraie. Que faisons-nous alors en Europe? Les Européens ne comprennent-ils plus les bases de la sécurité internationale? Ou bien s'agit-il d'un effort délibéré pour saboter nos propres relations avec la Russie? J'ai vu cette émission de débat à la télévision allemande où ils avaient, je crois que c'était un général allemand, qui affirmait « Eh bien, les Russes renforcent leur présence militaire près de la Finlande. » Et cela était présenté comme une preuve qu'après avoir terminé avec l'Ukraine, ils voudraient passer à autre chose. J'aurais du mal à croire qu'un général allemand soit aussi mal informé. Donc, encore une fois, est-ce qu'il trompe le public? Ou bien y a-t-il réellement un général allemand qui croit que nous allons transformer la Finlande en ligne de front et que la Russie ne réagirait d'aucune manière? Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces actions. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Un homme politique français, je crois que c'était l'ancien Premier ministre Michel Rocard, disait souvent « Il ne faut jamais sous-estimer la stupidité ». J'aime beaucoup cette phrase, et je pense que c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous y sommes précisément. Quand on écoute ces gens, rappelez-vous, vous avez mentionné ce général, mais souvenez-vous de Liz Truss, qui disait à la télévision qu'elle était prête à déclencher une guerre nucléaire mondiale pour détruire la Russie. Je veux dire, le journaliste lui a demandé « Êtes-vous prête à lancer une guerre nucléaire mondiale ?» Et elle a répondu « En fait, une annihilation globale même. » Il a demandé « Êtes-vous prête à le faire ?» Et elle a dit oui. Donc nous avons des gens. Parfois, il faut se demander à quoi pensent-ils? Que ressentent-ils face aux problèmes actuels que nous avons en Europe? Et comment envisagent-ils l'avenir? Je veux dire, on le voit clairement, comme je l'ai mentionné, avec la situation énergétique. Et bien sûr, quand on parle de Nord Stream, mais pas seulement Nord Stream. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est Ursula von der Leyen qui dit que les Russes ont décidé de couper le gaz. Donc, nous devons recourir à des mensonges purs et simples pour justifier des actions que nous avons prises en Europe sans réfléchir aux conséquences. Mais voici la partie dangereuse. Quand ils disent ces absurdités, ce sont les Russes qui ont coupé l'énergie, ce n'était pas nous. C'est presque un test de loyauté, pas d'honnêteté, car personne ne peut s'opposer à eux. Si vous vous opposez à eux, c'est presque comme si vous défendiez le Kremlin. Donc, vous ne pouvez pas vous exprimer. Le test de loyauté consiste à rester là, écouter des mensonges et des stupidités, acquiescer et faire semblant que tout cela est normal. Désolé pour l'interruption. Non, non, absolument. Vous avez tout à fait raison. Et cela rejoint ce que vous disiez auparavant. Quand on dit que la Russie est en train de gagner, alors on est pro-russe. Le problème, c'est que, en tant que militaire, vous savez, et si vous lisez Sun Tzu et tout cela, l'art de la stratégie, vous savez que la pire erreur que l'on puisse commettre en temps de guerre, c'est de sous-estimer son ennemi. C'est la pire erreur possible. Or, en répétant sans cesse que les Russes sont faibles, qu'ils sont incapables de se battre, qu'ils manquent de munitions, de chars, de soldats, et ainsi de suite, nous avons en réalité dressé un portrait de la Russie bien plus faible qu'elle ne l'est réellement. Et vous savez, lorsque vous étudiez, et j'ai écrit de nombreux livres à ce sujet par le passé, la maskirovka est l'art du camouflage et de la désinformation à l'époque soviétique. Tout l'objectif de la maskirovka est de montrer à quel point vous êtes faible alors que vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, nous sommes donc confus, car nous voyons très peu. En fait, en réalité, je ne parle pas de ce que disent nos médias. Mais si vous analysez la communication,
le récit des Russes, il y a peu d'indications qu'ils essayent de montrer qu'ils sont faibles. Ils ne pratiquent pas la maskirovka parce que nous le faisons à leur place. Voilà le paradoxe de cette situation. Nous avons fait exactement le contraire. Normalement, on s'attendrait à ce que les Russes se présentent comme plus faibles qu'ils ne le sont réellement, précisément pour donner l'impression qu'ils disposent d'une force massive en réserve. Ainsi, lorsque vous commencez à les attaquer, vous pensez vous en prendre à un ennemi faible, alors qu'en réalité, il est fort. Mais c'est exactement ce que nous avons fait, au lieu que ce soit les Russes qui le fassent. Nous avons, en fait, pratiqué la maskirovka russe, en présentant sans cesse les Russes comme plus faibles qu'ils ne le sont. Et cela ne concerne pas seulement le domaine militaire, c'est aussi valable sur le plan économique. Pour revenir à la question du gaz, des exportations, des sanctions et de la flotte fantôme, nous pensons toujours qu'en imposant des sanctions à la Russie, elle ne pourra pas survivre. En réalité, leur économie est plus solide qu'on ne le pense. Et c'est exactement le contraire dans la réalité. Je me souviens que le 1er mars 2022, le ministre de l'économie en France, M. Le Maire, a déclaré à la radio sur Europe 1 que l'objectif de nos sanctions était de faire s'effondrer la Russie et que cela arriverait en quelques semaines. Il a dit que la population russe en souffrirait, mais que c'était la guerre et que nous menions cette action. Il était donc convaincu que les sanctions qu'ils appliquaient alors, et nous parlons du 1er mars 2022, c'est-à-dire du premier paquet de sanctions, seraient efficaces. Depuis, il y a eu 16 paquets de sanctions supplémentaires, ce qui signifie qu'ils sous-estimaient massivement les capacités et les ressources des Russes. Et nous en sommes toujours là lorsque nous parlons des sanctions. Lorsque nous parlons des sanctions qui sont actuellement en cours d'élaboration, car ils travaillent maintenant sur le 18e paquet de sanctions et évoquent même un 19e. Mais tout le contexte de ces sanctions repose encore sur l'idée que la Russie est faible et qu'il suffirait d'un petit effort pour la faire s'effondrer complètement. Mais c'est loin de la réalité. Et cela renvoie encore une fois à cette image que nous avons de la Russie, qui est une image erronée. Nous avons l'image de cette station-service déguisée en pays, ou d'un pays déguisé, oui, d'un pays déguisé en station-service, ou l'inverse, pardon, comme le disait John McCain. Eh bien, ce n'est justement pas ça. C'est exactement le contraire. Et tant que nous ne serons pas capables de reconnaître que la Russie est bien plus forte que ce que nous avions estimé, nous continuerons à commettre ces erreurs politiques et à nous enfoncer dans cette spirale vers la défaite, car c'est exactement là où nous en sommes. Nous sommes dans cette spirale, et c'est précisément ce que nous constatons sur le terrain, d'ailleurs, en Ukraine. Une défaite progressive des Ukrainiens sur le champ de bataille. Le danger, c'est que cela peut pousser les Européens à prendre des mesures extrêmes pour contrer cette situation. C'est exactement ce que vous avez évoqué à propos de Fred Merz, qui a dit qu'il pouvait désormais utiliser ses missiles Taurus et d'autres missiles longue portée, parce que c'est autorisé, ce qui apparemment n'est pas le cas. Il bluffe, d'une certaine manière, apparemment, car les Américains n'ont pas donné leur feu vert pour l'utilisation de ces missiles à longue portée, puisqu'ils contiennent de la technologie américaine et qu'ils ne veulent pas être impliqués. Je pense qu'ils ont adopté une approche cohérente à ce sujet depuis Biden, en fait. Il y a eu un léger changement de politique en mai 2024, lorsque les Russes ont lancé l'offensive dans la région de Kharkiv. Afin de contrer cette offensive, l'administration Biden a accepté d'étendre la capacité des Ukrainiens à frapper en profondeur sur le territoire russe en créant ce qu'on appelle la boîte OPS. Cette boîte OPS était en réalité une zone qui étendait
ou limitait la portée en Russie, où les Ukrainiens pouvaient utiliser des missiles à longue portée depuis le territoire européen. Mais cela était limité à cette boîte OPS. Et c'est mon avis personnel. Désolé. Oh non, non. Je voulais juste poser une question à ce sujet. Oui, le résultat. Mais désolé, je vous en prie, terminez votre phrase. Ce que je voulais simplement dire, c'est que depuis lors, je pense que les Américains n'ont pas changé leur politique. Ils ne veulent pas que leurs armes soient utilisées en profondeur. Je veux dire, dans la profondeur stratégique du territoire russe. Et je pense que Merz bluffe en réalité à ce sujet. C'est ma compréhension personnelle de la situation. Encore une fois, cela s'inscrit dans la logique de tenter de contrer le succès russe sur le terrain en adoptant une rhétorique plus extrême en Occident. Ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que la rhétorique, car ils n'ont pas les ressources nécessaires pour fournir à l'Ukraine ce qu'il faut pour contrer l'avancée russe. Mais c'est l'idée. Plus nous nous enfonçons dans ce conflit, plus les Européens continueront à mentir, à développer leur rhétorique et à prendre des mesures extrêmes. Nous verrons qu'ils pourraient même accueillir favorablement de nouvelles attaques terroristes en Russie. Car tout l'objectif du jeu est d'affaiblir la Russie, de créer une crise politique à l'intérieur du pays, et ainsi de suite. Nous pourrions donc assister à ce type d'escalade, qui ne serait pas une escalade au sens conventionnel du terme, mais plutôt une escalade dans le sens où des mesures plus extrêmes et illégales seraient prises contre la Russie. Je sais que ce n'est qu'un commentaire de plus, mais d'abord sur le fait de sous-estimer les adversaires. Parce que, encore une fois, c'est le récit médiatique que l'on voit actuellement, selon lequel les Russes se battent avec des pelles, etc. En réalité, cependant, les rapports les plus crédibles, y compris ceux provenant des États-Unis, indiquent que les Russes produisent désormais des chars et différents véhicules blindés à un rythme effréné. Cependant, la majorité d'entre eux sont envoyés à l'arrière pour constituer une grande force de frappe pour l'avenir, donc ils ne sont même pas envoyés au front. C'est très différent de ce qu'on raconte. En effet, j'ai souvent l'impression qu'il y a plus d'honnêteté du côté ukrainien que ce que l'on trouve en Occident. Car en Ukraine, au moins, je vais assister à de nombreux débats. Vous savez, ils organisent des tables rondes où des soldats reviennent du front et ils sont très ouverts à ce sujet. Ils disent « Écoutez », parce qu'on leur pose des questions du type « Est-ce facile de vaincre les Russes puisqu'ils sont désespérés et arriérés ?» Et ils répondent « Vous ne devriez pas dire cela. Vous trompez les gens. Nous arrivons au front en nous attendant à voir des Russes arriérés, épuisés, qui ne veulent pas être là. Mais ils se sont portés volontaires. Ils ont reçu beaucoup d'entraînement. Ils arrivent avec un excellent équipement militaire. Ils sont coordonnés. Et ensuite, les Ukrainiens se font massacrer sur la ligne de front parce qu'ils se retrouvent face à quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé. Mais encore une fois, ce sont les phrases que nous devons répéter. En effet, ici en Norvège, j'ai fait remarquer dans un podcast que les Ukrainiens perdaient beaucoup plus d'hommes que les Russes. Et cela a été immédiatement qualifié de propagande. On peut citer la quantité d'armes qu'ils amènent sur le front, les missiles, les drones, les défenses aériennes, mais rien n'y fait. Il s'agit simplement, vous savez, de soutenir la moralité des forces ukrainiennes. On ne peut pas en dire du mal, donc tout devient un récit. C'est assez extraordinaire. Mais ma dernière question portait plutôt sur ceci. Voyez-vous cette situation évoluer vers une solution militaire? Do you see this going towards a military solution? I don't see. I think the United States is willing. Je ne vois pas. Je pense que les États-Unis sont prêts à accepter, enfin, du moins Trump est prêt à accepter les exigences de la Russie. Mais les États-Unis sont très divisés et pas très,
Oui, ils sont très indécis. Les Européens semblent être, disons-le, notons-le, pas rationnels en ce qui concerne les objectifs ou les exigences qu'ils avancent. Donc, s'il n'y a pas de point de rencontre, les Ukrainiens ne bougent pas non plus. Et aussi, étant donné que les exigences russes sont si fortes, s'il n'y a pas de règlement politique possible, allons-nous vers une solution militaire? Et à quoi cela ressemblerait-il exactement? Parce que les lignes de front actuellement, si l'on regarde seulement les derniers jours, combien de poches sont en train de se former? Combien d'Ukrainiens se retrouvent piégés à l'intérieur de ces poches? Des territoires qui s'effondrent. Cela ne peut pas durer éternellement. Encore une fois, c'est un grand pays. Les Ukrainiens continuent de se battre, de façon assez héroïque, on peut le dire, étant donné que je pensais qu'ils se seraient déjà effondrés. Mais comment voyez-vous la fin de tout cela? Par une solution militaire? Et les Européens vont-ils simplement rester spectateurs? Eh bien, si vous regardez dans votre boule de cristal, que nous n'avons pas, qu'imaginez-vous qu'il va se passer dans les prochaines semaines? Comme vous l'avez dit, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que tout le monde s'oriente vers une solution militaire. En fait, je crois que les Russes ont aujourd'hui plus ou moins perdu l'espoir d'une solution politique. C'est ma compréhension personnelle, et ils sont de plus en plus prêts à se battre. Il y a eu récemment un article dans le New York Times citant des soldats russes qui disaient que, même s'ils n'aiment pas la guerre, comme on peut l'imaginer, ils sont prêts à se battre pour la réussite du pays. Je pense que c'est à peu près la position que l'on observe. Si l'on regarde les sondages, que je commente régulièrement sur différentes chaînes, je fais référence aux enquêtes menées par le Centre Levada à Moscou, qui est considéré comme un agent de l'étranger. Rappelez-vous, cela est considéré comme un agent étranger. Mais le fait est qu'il pose chaque mois la même question à un groupe de personnes, ce qui permet donc de comparer l'évolution des opinions tout au long du conflit. On peut constater que depuis le début de l'opération militaire en février 2022, le soutien à Vladimir Poutine est resté autour de 85 à 87%, extrêmement fort. Le soutien à l'opération militaire reste à environ 75%, plus ou moins constamment depuis le début de l'opération. Cela signifie qu'il y a environ 12 à 14% de la population qui ne soutiennent pas vraiment l'opération militaire, mais 75% la soutiennent. Et puis il y a, et c'est très intéressant, parce que lorsque vous regardez ceux qui sont en faveur d'un processus de négociation par rapport à la poursuite de la guerre, il y a une majorité très claire en faveur d'une solution négociée. Je n'ai pas les chiffres exacts en ce moment, mais c'est plus de 50% qui sont en faveur d'un processus de négociation. Plus ou moins, vous avez 50% de la population en faveur d'un processus négocié, tandis que ceux qui soutiennent la poursuite de la guerre représentent environ 20%. Cela signifie que la population en Russie soutient le gouvernement et l'opération militaire, mais préférerait une solution négociée au conflit. Et cela, en fait, est très cohérent avec ce que nous avons de la part du gouvernement lui-même, car évidemment, ils sont engagés dans une opération militaire. Ils veulent poursuivre l'opération militaire, mais ils ont toujours affirmé que leur préférence allait à une solution négociée. Maintenant, qui ne veut pas négocier? Ce sont les Européens, et bien sûr Zelensky, qui est même empêché par son propre décret de négocier. Il y a donc un obstacle institutionnel aux négociations du côté ukrainien européen. Nous nous dirigeons donc vers une solution qui n'est pas la meilleure du point de vue des Russes, mais ils se sentent contraints de poursuivre une solution militaire. Et c'est ce que Vladimir Poutine a dit il y a quelques mois. Il a dit « Nous les achèverons ».
Cela signifie qu'en réalité, nous continuerons probablement à assister à cette opération militaire. Elle pourrait s'étendre vers Odessa, Dnipropetrovsk et d'autres. Je ne sais pas. Ils essaieront certainement d'atteindre les frontières des 4 oblasts. Luhansk est plus ou moins sous contrôle russe à 100%, mais les 3 autres, Kherson, Zaporizhia et Donetsk, restent à conquérir. Ils vont donc poursuivre dans cette voie. Peut-être iront-ils au-delà. À mon avis, les Russes feront tout leur possible pour éviter d'entrer dans la partie occidentale de l'Ukraine, car c'est la région la plus ultranationaliste et probablement celle qui pourrait poser le plus de problèmes à long terme. Entre leur position actuelle et l'ouest de l'Ukraine, il reste encore de la marge pour des opérations militaires. Mon point de vue personnel est que ces opérations militaires continueront jusqu'au moment où l'avancée russe deviendra insupportable pour l'Ukraine. Car imaginez simplement si les Russes entraient à Odessa. Cela couperait l'Ukraine de la mer Noire. Cela priverait l'Ukraine d'une grande partie de son économie, ce qui rendrait la situation totalement insupportable pour elle. Et cela pourrait être, je ne sais pas, cela pourrait arriver avant. Mais je pense qu'au moins, si les Russes occupaient Odessa, cela créerait une situation où l'Ukraine serait contrainte d'entrer dans un processus de négociation. Et c'est probablement ce que les Russes cherchent à obtenir. Ils n'auront donc pas une victoire militaire totale, dans le sens où ils occuperaient l'ensemble de l'Ukraine. Ils ne veulent pas cela. Ils poursuivront l'opération militaire jusqu'à ce que les Ukrainiens soient contraints d'accepter un règlement négocié, car alors ils deviendront ce genre de nation résiduelle, décrite par Medvedev il y a quelques mois, lorsqu'il a publié une carte de la future Ukraine, où l'Ukraine était réduite à un tout petit territoire autour de Kiev, le reste étant rendu aux Polonais, aux Hongrois, aux Roumains, et ainsi de suite. Et bien sûr, la majeure partie du pays revenant à la Russie. Donc, encore une fois, il s'agit probablement d'une vision extrémiste du conflit, mais nous nous dirigeons vers cela. Il appartient désormais aux dirigeants ukrainiens et européens de comprendre ce qui est réellement en jeu. Et selon moi, ce que nous devons comprendre, c'est que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas la survie de l'Ukraine telle que nous la connaissions avant 2022, ou même avant 2021, mais bien la survie de l'Ukraine en tant qu'État. Point final. Peu importe ses frontières. Autrement dit, la question est, voulons-nous que l'Ukraine existe sous une forme ou une autre, ou voulons-nous qu'elle disparaisse? Et plus nous avançons dans ce conflit, plus nous devons adopter ce type de réflexion et essayer d'élaborer une solution en fonction de ce qui est réellement en jeu. Et pour les Ukrainiens, c'est cela l'enjeu. Et il y a de plus en plus d'Ukrainiens. Vous savez, je ne suis pas considéré comme pro-ukrainien. Pour les médias occidentaux, ils me considèrent bien sûr comme pro-russe parce que j'essaie d'avoir une compréhension équilibrée du conflit. Et bien sûr, j'ai exposé les points forts des Russes dans ce conflit. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je vis à Bruxelles. Il y a beaucoup de réfugiés ukrainiens à Bruxelles. Et à de nombreuses reprises, des réfugiés ukrainiens m'ont arrêté dans la rue, sur le trottoir, pour me remercier de ce que je dis. Parce que des Ukrainiens m'ont dit, nous n'avons pas la véritable image de ce qui se passe dans notre pays. Et ces personnes, je leur ai parlé, et ce n'est pas qu'une seule. C'est plusieurs d'entre elles m'ont dit, ce que nous entendons dans les médias occidentaux, ce n'est pas ce qui se passe. Cela donne exactement une mauvaise compréhension de la situation. Et parce que nous avons une mauvaise compréhension de la situation, pourquoi aideriez-vous davantage un pays qui est en train de gagner? Et nous avons dit que l'Ukraine était en train de gagner. Alors pourquoi les aideriez-vous?
C'est donc précisément ce paradoxe qui affecte l'Ukraine. Et dans mes livres d'ailleurs, si vous lisez mes livres, vous verrez que la majorité des sources, je veux dire quand je dis la majorité, c'est probablement 95 ou 100, elles viennent d'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de gens, même les médias sont plus honnêtes que les médias occidentaux, parce qu'ils voient la réalité, malgré la censure et tout cela, car cela existe bel et bien en Ukraine. Censorship and all that, because this does exist in Ukraine, but at least they have their report. Mais au moins, ils ont leur propre rapport, des éléments qui contredisent même ce que les médias occidentaux disent à propos du même événement. Donc cela signifie que les Ukrainiens ont besoin, c'est exactement ce que j'ai dit auparavant, on ne peut pas gagner contre un ennemi que l'on sous-estime. Et les Ukrainiens l'ont instinctivement compris. Pour cette raison, ils ont une approche du conflit plus franche que la nôtre en Occident. Maintenant, il faut être très prudent lorsque je fais ce genre de déclaration. Ici, il faut distinguer ce que dit le gouvernement et ce que dit la population. Vous parlez des pertes. Lorsque le gouvernement parle des pertes, il reconnaît quelque chose comme 80 000 morts, des soldats ukrainiens tués. C'est ce qu'ils admettent au niveau gouvernemental. Mais il y a des ONG ukrainiennes qui font le décompte, exactement comme Mediazona le fait pour la Russie. Vous savez que Mediazona est un site web, un site d'opposition d'ailleurs, qui travaille avec la BBC pour estimer les pertes russes pendant la guerre. Et ils basent leur évaluation sur des observations faites sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc, la méthodologie n'est probablement pas parfaite, mais au moins, ils ont une méthodologie. Et aujourd'hui, ils arrivent avec un chiffre concernant le nombre de Russes tués, qui s'élève à environ 105 000 pour l'ensemble du conflit. Il s'agit donc d'un média d'opposition. Cela n'a rien à voir avec le gouvernement russe. C'est un média d'opposition. Maintenant, si vous regardez le même processus effectué par des organisations ukrainiennes, vous lisez pour les Ukrainiens tués, pas les pertes, mais les morts, les décès, il y a plus de 750 000 morts du côté ukrainien. Nous avons donc deux sources médiatiques qui ne sont essentiellement pas liées au gouvernement russe, et en fait, elles donnent un chiffre complètement différent de celui avancé par le gouvernement ukrainien et qui est repris par nos médias. La réalité est la réalité. Et nous ne pouvons pas résoudre une situation. C'est un credo de tout service de renseignement. De la manière dont vous évaluez une situation découle la manière dont vous la résolvez. Si vous ne comprenez pas la situation telle qu'elle est, vous ne pourrez pas la résoudre. C'est exactement le dilemme dans lequel se trouvent aujourd'hui les Européens et le gouvernement ukrainien. Mais cela explique aussi pourquoi il existe quelque chose dont personne ne parle, et qui sera le sujet de mon prochain livre, publié la semaine prochaine, à savoir le développement d'une résistance, non pas dans les territoires occupés par la Russie, mais une résistance dans les territoires contrôlés par Kiev. Et c'est quelque chose dont personne ne parle. Mais il existe une résistance ukrainienne contre Kiev, qui existe même dans la partie occidentale du pays, et qui attaque les chemins de fer exactement de la même manière que la résistance française attaquait les convois allemands après juin 1944 dans le nord de la France et en Belgique, où la résistance détruisait les voies ferrées et faisait dérailler les trains pour empêcher les renforts et les munitions d'atteindre le front. La résistance ukrainienne que vous observez aujourd'hui dans la région d'Odessa, de Nikolaïev et de Kiev, bon, à Kiev c'est un peu moins prononcé, mais dans la partie occidentale, dans la région de Rovno et ailleurs, cette résistance s'organise et attaque presque quotidiennement les convois de munitions venant de la frontière polonaise en direction du front dans l'est du pays. Mais personne n'en parle, car cela va clairement à l'encontre
du récit officiel. Et cela résulte tout simplement de l'écart entre ce que le gouvernement dit à propos du conflit et la position, ainsi que la compréhension de la population. Les gens voient la situation, et notamment avec la conscription forcée et tout ce qui s'ensuit, le mécontentement de la population ne cesse de croître en Ukraine. Et probablement ce que font les Russes en ce moment en disant « Très bien, nous allons opter pour une solution militaire », va en réalité amplifier cette résistance au sein de l'Ukraine et accentuer l'instabilité ainsi que la crise politique sur le territoire contrôlé par Kiev. Nous pourrions donc assister à des changements drastiques dans les mois à venir en raison de l'évolution de la situation en Ukraine, de la situation politique. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que ce sont des signes très intéressants à observer qui vont au-delà de ce que rapportent nos médias. Mais ce sont des faits que, là encore, on ne peut tout simplement pas ignorer. Eh bien, j'ai également parlé à des Ukrainiens dans ce pays qui m'ont confié qu'ils se sentent obligés d'être un peu prudents ou réservés dans leurs propos, car ce sont aussi les Ukrainiens qui doivent jouer le rôle de ceux qui veulent se battre jusqu'au dernier homme. Et vous savez, donnez-nous des armes, laissez-nous nous battre. Ce sont les bons Ukrainiens, ceux que nous aimons, n'est-ce pas? Les autres Ukrainiens, ceux qui soutiennent que cette situation n'est pas idéale, qui ne veulent pas répéter les slogans « Slava Ukraini », tout cela. Nous n'avons pas vraiment envie de les entendre ici. Ils ne correspondent pas à l'image de l'Ukrainien que nous apprécions, ce qui posait déjà problème avant 2014. C'est-à-dire que nous voulions seulement entendre l'Ukrainien qui voulait rejoindre l'OTAN et détestait la Russie, alors qu'à l'époque, ils étaient minoritaires. Colonel Baud, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que vous reviendrez dans l'émission. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.